question peut-être. Bonjour. Lors de votre passage comme secrétaire d'État aux droits de l'homme, vous avez entrepris des actions en faveur de l'adoption internationale, notamment avec le souhait de mettre en place des jeunes à l'étranger pour aider ces familles à pouvoir adopter. Avec le recul, quel bilan en tirez-vous? Et pour les jeunes notamment, est-ce que ça a permis à ces jeunes de s'épanouir? En fait, il s'agissait d'un projet, on avait appelé ça un peu vite de Peace Corps, mais c'était les volontaires de l'adoption, les volontaires pour l'adoption internationale. Parce que je m'étais rendu compte, mais on n'est pas parti des jeunes sur ce projet, on est parti du problème de l'adoption internationale. C'est-à-dire que j'ai rencontré dans mes différents déplacements à l'étranger, dans les ambassades de France, très régulièrement des familles françaises qui étaient là, désespérées de ne pas voir leur dossier d'adoption d'un enfant aboutir, être confrontées à des procédures administratives très compliquées, et puis payer les voyages, enfin ils allaient, ils revenaient, et l'enfant grandissait souvent dans des conditions difficiles, ils ne pouvaient pas l'emmener avec eux en France. Bref, tout ça était très difficile. Et bon, j'ai décidé de me saisir de ce sujet, c'était pas dans mon mandat, on va dire, mais de m'en saisir puisque le problème se présentait à moi. Et l'idée que j'avais eue, c'était de créer des volontaires de l'adoption internationale, c'est-à-dire des jeunes Français, diplômés d'ailleurs, qui allaient être envoyés dans ces ambassades pour être en charge uniquement de faire aboutir les dossiers d'adoption. Donc on avait répertorié les pays qui posaient plus de difficultés. Il y avait l'Éthiopie, c'était l'Éthiopie. Il y avait Haïti, il y avait l'Ukraine, la Chine, il y avait quelques pays comme ça, une dizaine, qui posaient particulièrement problème. Donc on a créé ces volontaires, on a fait un appel à des candidats, et finalement on a choisi que des candidates. Ça s'avérait être meilleur que les garçons. Et donc, on les a envoyés dans ces ambassades. Puis ensuite, je suis allée les voir au bout d'un certain temps pour voir comment les choses évoluaient, comment le travail se faisait, comment le mariage se faisait avec l'ambassade, parce que c'était pas facile, c'était pas des diplômes, c'était pas bon. Donc, mais finalement, ça s'est bien passé, les dossiers ont pu évoluer, ont pu avancer. C'était une opération vraiment dont je suis très très fière. Et c'est pas mon mérite personnel parce que j'avais une équipe autour de moi qui m'a beaucoup aidé pour y arriver. Et depuis, j'ai changé de poste, donc je sais pas si... je peux pas vous dire le bilan précis, mais à l'époque, quand on a fait le bilan à terme, c'était une opération qui avait bien réussi. On avait beaucoup poussé pour que le projet qui était expérimental à l'époque puisse être préservé. Peut-être une dernière question. Voilà. On parle de jeunes justement aujourd'hui et ce sont eux qui ont initié et qui font actuellement le printemps arabe. Donc je voulais avoir votre opinion, votre sentiment sur les événements qui se passent de l'autre côté de la Méditerranée et sur la diplomatie française actuelle en général. Je trouve que ce printemps arabe, c'est une très bonne nouvelle. C'est une formidable espérance qui s'est levée dans le monde arabe. C'est une vraie fierté aussi. Parce que pendant longtemps, on s'était accommodé des régimes autoritaires. Les pays arabes étaient restés en marge des révolutions démocratiques qui avaient eu lieu en Amérique latine ou dans les pays de l'Est dans les années 90. Et c'était comme une espèce de fatalité, de fatalisme qu'on entretenait. Je sais pas, peut-être la pression de l'islamisme, peut-être la pression liée à la rente pétrolière. On fait que, effectivement, des régimes autoritaires sont restés longtemps en place et c'est comme si on avait fini par s'y habituer. Comment imaginer la Tunisie sans Ben Ali? Comment imaginer l'Égypte sans Moubarak? Comment imaginer la Libye sans Kadhafi? Vous voyez, on sait tous, et je pense que quand je dis tous, c'est tout le monde, c'est aussi bien les politiques, les médias, les opinions publiques. Donc quelle fantastique nouvelle quand ces peuples-là se sont mis à s'éveiller à la liberté. Et ça m'a conforté dans cette conviction qu'aucun peuple n'est fait pour vivre sous un régime autoritaire. Que ceux qui, un peu cyniquement, pensaient que finalement ces peuples-là sont faits pour vivre sous des régimes autoritaires, cette idée-là, moi, ne me plaisait pas du tout et elle a été invalidée
ça montre que la question des droits de l'homme est une question universelle. C'était d'ailleurs notre objectif, donc nous devrions en être heureux, nous Français. Nous avons eu, et nous avons été les premiers à le faire, n'en déplaise aux Américains, à dire que les hommes naissent libres, égaux, en droit. Cette phrase-là, c'était une phrase d'une audace inouïe en 1789. Et c'est resté ancré dans les consciences des peuples jusqu'à aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte quand j'étais aux affaires étrangères. J'avais pas trop fait attention au début à l'expression droit de l'homme, parce que mon obsession c'était d'être aux affaires étrangères, donc je pensais plus à affaires étrangères. Mais quand j'allais à l'étranger, ils ne voyaient, nos interlocuteurs, que l'expression droit de l'homme, aussi bien ceux qui en avaient peur que ceux qui n'en avaient pas peur. Et parce que quelque part, cela nous a donné, cette affirmation originale, nous a donné une espèce de singularité dans le monde. Ça a fait la singularité de notre politique étrangère, ça a fait que nous avons privilégié toujours notre indépendance nationale par rapport aux géants ou par rapport aux idéologies. Et c'est ce qui fait que nous avons eu une politique arabe pendant longtemps, c'est ce qui fait que nous avons eu ce regard tiers-mondiste sur le monde, c'est ce qui fait vraiment notre originalité. Donc j'ai toujours pensé que les peuples, de ce fait, ne sont pas faits pour vivre sous le joug d'un quelconque régime. Donc leur libération devait advenir. Je pensais plus tard que tôt, mais devait advenir. Cette conviction n'est pas partagée par tout le monde. Mais enfin, c'est une conviction qui est très ancrée chez moi. Et d'autre part, on ne pouvait pas savoir quand, ni à quel rythme. Moi, je ne pouvais pas imaginer que là, en février, en janvier, en décembre, ça allait se passer avec un tel effet de domino et de souffle. Mais ils l'ont fait. Et il arrive un moment où un peuple vainc sa peur. C'est-à-dire où il se présente devant les chars ou devant les armes avec la poitrine ouverte, quoi. Et qu'il est prêt à aller au bout. C'est le cas aujourd'hui, ça a été le cas de la Tunisie, de l'Égypte, et j'espère demain de la Libye. En quelques semaines, ils ont balayé des dictateurs qu'on croyait inamovibles, et tout seuls, sans nous demander la permission. Et c'est pour ça peut-être que les autres pays se sont sentis un peu dépassés par la situation et craignent un peu les conséquences. Mais moi, j'ai envie de croire, évidemment, ce ne sera pas facile. Évidemment, la période de transition sera dure. Évidemment, il y aura des troubles, des opportunistes, des gens qui défendront la contre-révolution. Ils enverront des pilleurs, ils enverront des gens qui vont provoquer des troubles. C'est le cas des gens en Tunisie. Mais il ne faut pas qu'ils se fassent voler leur révolution. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner s'ils le souhaitent et de les aider à se stabiliser s'ils le souhaitent, et d'établir des partenariats économiques solides pour que justement ils aient envie de rester chez eux et d'aller au bout de cette révolution et de cette transition démocratique. C'est absolument important. Et dans cette région, on dit souvent la seule démocratie, c'est Israël. Israël doit se réjouir avec cette perspective d'être rejointe par d'autres démocraties. Parce que les démocraties, là encore c'est notre conviction, ne se font pas la guerre.